Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Politiquement Incorrect, le podcast. Je suis Ilas Raouf, votre animateur. Comme la saison dernière, je suis très heureux de vous tous et toutes vous retrouver pour une deuxième saison de cette émission qui a eu un franc succès lors de la première saison. Et deuxième saison dit renouveau. Et renouveau dit de nouvelles têtes et de nouvelles émissions. Cette semaine dans les rues de Bruxelles, avec deux des intervenants que vous allez voir aujourd'hui, nous avons tourné notre première émission novatrice Politicus. Et aujourd'hui, ils nous font l'honneur de leur présence dans ce podcast. Et on va commencer par celui qui est à ma gauche, David. David, présente-toi en quelques mots. Eh bien, d'abord, bonjour. Merci de me recevoir. Et je suis David, je suis délégué économie des Jeunes Aimers et étudiant en droit à l'ULB. Simple, efficace. Et en face de moi, j'ai un vieux de la vieille qui est là depuis la première saison, premier pilote dans les studios d'une... comment ça s'appelait encore ce truc ? Radio Campus, oui, juste. C'est vrai. Bilal Fayad, comment tu vas ? Ça va bien, Ilias, merci beaucoup. On reprend avec énergie. Avec énergie ? Oui. Un petit Red Bull peut-être ? Non, ça va aller. Ça va aller ? Ok. Et en face de moi, un nouveau venu. Je vais laisser se présenter aussi. Maxime Timmerman, comment tu vas Maxime ? Très bien, et toi ? Oula, ça va très bien, merci beaucoup. Edouard. Ça va très bien, ça va très bien. Maxime, présente-toi en deux, trois petits mots. Donc, je m'appelle Maxime Timmerman, je suis étudiant à l'ULB en bio-ingénieur et je suis le président national de Decision. C'est beau, ça. Vous avez eu un congrès récemment, ça s'est bien passé ? Super bien, la jeunesse était vraiment mis en avant, ça a vraiment eu de très bons échos. Bon, parfait, parce qu'on va parler de jeunesse aujourd'hui, avec la question de le sujet de cette émission. Alors on enregistre, nous sommes le samedi 18 octobre 2025. Mardi, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu donc la grève à Bruxelles, et je vais vous l'introduire comme ceci. Chômage, études, pension, santé. Voilà tant de réformes qui ont poussé donc une large partie de la société civile dans les rues de Bruxelles pour manifester leur mécontentement face au gouvernement Arizona et Azur. Près de 100 000 personnes sont descendues. Le gouvernement Arizona considère que la légitimité démocratique est toujours de son côté. L'opposition crie justement en fait que le gouvernement et certains partis tels que le MR et les engagés auraient menti aux électeurs sur la non-augmentation du Minerval ou encore sur la retraite à 67 ans, alimentant donc des débats sur la légitimité de ce gouvernement. L'ambiance en Belgique a l'air complètement délétère. D'autres manifestations sont encore prévues. Il me semble qu'il y en a une d'ailleurs prévue pour novembre. Ma question est très simple, c'est qu'en pensez-vous, ici à titre personnel et même au titre de vos partis éventuellement, est-ce le début d'une colère qui ne faiblira pas selon vous ? Cette colère est-elle justifiée ? Des partis mentent ou manipulent les opinions selon vous ? Est-ce qu'on a atteint un point de non-retour ? Et finalement, voyez-vous le gouvernement reculer ou bien, selon vous, devrait-il le faire ? Les questions sont larges pour justement alimenter un débat qui risque d'être intéressant. Et je vais commencer par le seul représentant d'un parti qui est au gouvernement, qui est dans ces deux gouvernements. Je vais commencer par David. Eh bien, merci. À titre personnel, je souhaite apporter un éclaircissement. Est-ce qu'on peut faire grève et parler de ces revendications ? Oui, clairement. Toute action, tout événement est le bienvenu parce que nous sommes, oui, dans une société démocratique. Mais il faut garder à l'esprit qu'il y a une idée de deux poids, deux mesures. Précédemment, dans les anciens gouvernements, on a pu remarquer que oui, il y a eu toujours des grèves, du mécontentement et parfois des solutions et des idées qui ont été impopulaires. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une limite à avoir dans le caractère violent que prennent dernièrement ces différentes manifestations qui, à titre personnel, sont parfois incompréhensibles. C'est comme aller caillasser l'Office national des étrangers, mais je ne vois pas forcément la logique derrière. Pourquoi est-ce qu'on va caillasser une institution alors que, honnêtement, je n'ai pas trop compris pourquoi est-ce qu'on s'attaque à certaines institutions pour un but que je ne peux comprendre. Et à part ça, oui, on peut voir qu'il y a du mécontentement dans la population parce que certaines mesures sont parfois, par l'opposition notamment, mal interprétées et l'opinion publique comprend des choses qui ne sont pas comme on essaie de l'expliquer. Comme on peut voir avec, par exemple, les pensions. Les pensions, on en parle depuis des années, mais c'est un choix qui est fait pour pouvoir avoir cette pérennité de notre système de pension et dans 20-30 ans, pouvoir continuer à avoir justement cet effet de nos petits-enfants pourront garder une pension qui est de manière générale, on essaye d'avoir au mieux.
Et également, on peut voir qu'on nous parle de chômage, mais finalement, c'était une promesse de campagne qui va être réalisée, on va essayer d'y mettre toutes les possibilités pour arriver à augmenter notre taux d'emploi et redevenir compétitif en Belgique et avoir une meilleure économie en général. On le voyait il y a quelques jours dans le débat des présidents sur la RTBF, il y a un véritable problème de la part de certains manifestants et certains syndicats. On dirait que depuis 8 mois, tous les maux de la Terre appartiennent au gouvernement Arizona et Azure. Sauf que ce n'est pas comme ça. On peut voir qu'on essaye en 8 mois de récupérer, par exemple en Wallonie, environ 50 années où on est allé vers une certaine décadence et même vers un vide total des recettes du budget. Et on récupère, par exemple, la Fédération Wallonie-Bruxelles qui est dans un état budgétaire catastrophique. Donc, à partir d'un moment, il faut faire des choix. Je sais que le Minerval, ce n'est pas, je veux dire, la mesure la plus populaire et à titre personnel, je n'aurais pas fait comme ça. Mais c'est une réalité et on doit parfois prendre, oui, des mesures qui sont impopulaires. Mais en attendant, on peut voir que depuis 2011, ça n'avait pas été indexé. Certes, récupérer toute cette indexation n'a peut-être pas été le coup le plus judicieux de l'année, mais voilà, à partir d'un moment, il faut prendre ses responsabilités et poser sur la table des idées parfois qui ne plaisent pas. Qui souhaite commencer Allez, Monsieur Fayad. Écoute, j'ai beaucoup de choses à redire. La première chose, c'est que oui, du coup, les manifestations sont effectivement démocratiques et doivent pouvoir continuer. Par contre, le fait de vouloir dévaloriser une manifestation parce qu'un groupe de personnes a commis des violences, ça, c'est tout à fait honteux. Parce que finalement, sur les 140 000 personnes qui étaient présentes, 140 000 personnes n'ont pas attaqué l'Office national des étrangers. 140 000 personnes n'ont pas mis du bazar dans les rues. 140 000 personnes ne sont pas allées s'attaquer à la police. Ce sont des petits groupes, et vouloir prendre ces petits groupes et en faire une généralité pour discréditer une manifestation, c'est honteux. Ensuite, on nous a parlé des différentes réformes à Skip. On a mal interprété ceci. C'est honteux aussi. C'est totalement dévalorisant par rapport aux citoyens, comme si le citoyen ne pouvait pas comprendre l'environnement dans lequel il évoluait et l'environnement qui s'appliquait à lui. Le citoyen travaille, il voit que dans son travail, ça va pas, et on lui dit non, t'as mal compris en fait. Le gars voit que sa prime de nuit est enlevée, mais non, il a mal compris. Le gars voit que son chômage il dégage après 2 ans, non, t'as mal compris. Le gars voit que son Minerval, il est indexé à 1 200 €. Non, mais t'as mal compris. Tu penses que c'est très infantilisant? Non seulement c'est très infantilisant, mais c'est totalement irrespectueux. C'est pas comme ça que, normalement, des dirigeants devraient pouvoir se comporter avec les citoyens. C'est totalement infantilisant. Quand on nous a parlé du Minerval à 1 200 €, je comprends pas cette mesure. Enfin, nous dire de faire des efforts, ok, mais on parle de la Fédération Wallonie-Bruxelles. La Fédération Wallonie-Bruxelles, par essence, par définition, n'a pas de recettes. La Fédération Wallonie-Bruxelles reçoit de l'argent d'autres niveaux de pouvoir. Donc je comprends pas bien cet argument de il n'y a pas eu de recettes. Elle reçoit son argent des impôts reçus au niveau fédéral. Tout à fait. Donc il n'y a pas de recettes à avoir pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. La Fédération Wallonie-Bruxelles ne peut pas imposer les gens. La Fédération Wallonie-Bruxelles ne va pas chercher d'argent. On parle quand même d'un service public. Dans la définition du service public, il y a service. On rend un service. On ne se fait pas de l'argent. Le but, c'est pas de devenir riche avec un service public. Le but, c'est de rendre un service à la population. Et donc, ce service à la population n'a pas lieu d'être de parler de recettes ou de combien est-ce qu'on a fait rentrer d'argent cette année. Pareil pour la Wallonie, dire que 50 ans de problèmes budgétaires, encore une fois, on va revenir dessus et on va le redire et encore et encore et encore. Le Parti socialiste n'était pas tout seul au pouvoir. Le MR a souvent été au pouvoir avec le gouvernement socialiste et avec les écolos dernièrement dans les dernières législatures. Et ils avaient même souvent le budget ou bien les finances. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'arrête pas de redire. Donc à un moment, s'il vous plaît, cet argument, il est désuet. Il ne fonctionne plus. Pareil pour le chômage à 2 ans. Oui, c'était une promesse de campagne du MR. Ça, je ne dis pas le contraire. Maintenant, est-ce qu'elle est fondée? Non. Elle est fondée sur quoi, cette fameuse réforme sur le chômage? Je te le demande, David, il y a combien de personnes qui sont au chômage en Belgique? Tu peux me répondre.
À titre, là comme ça maintenant, je ne saurais plus dire si on peut voir le chiffre exact. Mais je peux te le donner le chiffre. Il y a 500 000 chômeurs en Belgique, soit 0,5% de la population. Donc on est en train de me dire que l'EMR et les engagés décident de mettre des réformes pour 0,5% de la population. Excuse-moi, si c'est 500 000 sur 11 millions, ça ne fait pas 0,5, ça fait 5% de la population. Oui, 5% de la population. Donc on met en gros, on met une réforme pour 5% de la population. On met une réforme pour une minorité, mais qu'on veut appliquer à la majorité. Donc en fait, on enlève des droits à tout le pays pour 5% de la population. Qu'on a décidé d'homogénéiser, qu'on a décidé de vider de tout sens humain, qu'on a décidé de totalement ignorer les contextes socio-économiques dans lesquels ces personnes évoluent. Et hop, 2 ans, et ça dégage. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, en janvier, vous allez avoir des files immenses devant les CPAS qui sont incapables de gérer l'afflux massif de personnes et qui vont se retrouver face à des difficultés structurelles complexes, comme par exemple le fait que, vous le savez, je ne vais pas vous l'apprendre, j'imagine que tu le sais David aussi, que quand on va au CPAS, normalement le CPAS a 1 mois pour nous répondre. Le truc, c'est que les CPAS ne peuvent ouvrir qu'à partir du 5 janvier. Donc, à partir du 5 janvier, ils ont 1 mois, ça fait jusqu'au 5 février. Est-ce que tu vois le problème ou est-ce que tu ne vois pas le problème, David ? À titre personnel, on peut revenir, par exemple, avec le CPS d'Anderlecht, on peut voir que c'est déjà pas le cas. On peut souligner des problèmes du CPS encore actuellement. On n'a pas besoin d'aller au 5 janvier. On peut voir que dans de nombreuses communes, le délai d'1 mois n'est pas respecté, alors que, par exemple, votre président de CPS qui est OPS, ça ne pose pas un énorme problème, je pense. Et également, on peut revenir sur la promesse de campagne avec le chômage. Est-ce que les gens ont voté pour un gouvernement MR ? Oui. Est-ce que les gens ont souhaité la réforme du chômage ? Oui. On parle de 5% de la population. C'est un changement du système entier qu'on veut faire. On veut arrêter de... si quelqu'un travaille, il n'a presque aucun avantage. Dans de nombreuses situations en tant qu'ouvrier, vaut mieux rester au CPS, garder certains avantages. La garderie, il y a tellement les repas scolaires gratuits. On peut voir que parfois, il vaut mieux rester au CPS qu'aller travailler le matin. Et le gouvernement Arizona, qu'est-ce qu'on a décidé ? On préfère supprimer des avantages, réussir à diminuer la fiscalité les réformes entreront en vigueur l'année prochaine pour justement récompenser le travail à nouveau et ne pas avoir comme message, finalement, faites le calcul, s'il vaut mieux rester au CPS, restez-y parce que finalement, c'est pas plus mal. Récompenser le travail en supprimant les primes de nuit, ok, très logique. Mais on va revenir quand même sur le CPS. Le CPS, c'est 1 200 € maximum. Hein. Avec 1 200 € tu vis pas la vie d'un roi en Belgique. Qu'on se comprenne bien, certes, il y a des avantages, mais ces avantages sont minimes au vu de l'argent qui, au final, chaque mois arrive sur ton compte en banque. Et 1 200 €, c'est dans le meilleur des cas. 1 200 € pour un isolé, on est d'accord ? Oui, 1 200 € pour un isolé, c'est bien ce que je dis, c'est dans le meilleur des cas. C'est dans le meilleur des cas. Et juste pour le CPS, très rapidement pour le CPS et le chômage. Le chômage est dégressif de toute façon, donc même si à un moment il s'arrête, il est quand même dégressif. Les personnes qui sont au chômage le sont pour 1001 raisons. Dire que les gens ont voté pour la réforme du chômage, c'est faux, ils ont voté pour le mouvement réformateur, c'est vrai, mais le mouvement réformateur ne se limite pas à la réforme du chômage. Le mouvement réformateur, c'est 200 pages de programme. Donc, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir voté pour le mouvement réformateur pour d'autres points du programme. Donc dire que les gens, vu qu'ils ont voté pour le MR, ils ont voté pour le chômage, c'est faux. Ils ont pu voter pour le MR, mais pas forcément pour la réforme du chômage. On le voit d'ailleurs avec les différents syndicats libéraux qui eux aussi sont dans la rue pour manifester contre ces mesures. Je voulais juste rajouter quelque chose par rapport du coup auto-isolé au niveau du CPS, c'est 1 314 €. Donc c'est bon, après c'est pas comme si 114 € allait faire vraiment quelque chose énormément en plus. Ensuite réagir par rapport du coup aux différentes discussions, par rapport à la violence que nous voyons en manif. Je trouve que tu l'as très bien résumé, Bilal, par rapport au fait que c'est pas une poignée de gens qui évidemment décrédibilisent l'entièreté en fait de notre manifestation. Par rapport aux différentes réformes, quand on dit que par exemple c'est assez mal interprété, je pense que là il y a une énorme question de infantilisant et minimisant un peu l'impact que ces réformes peuvent avoir. Quand on réfléchit par exemple à la réforme de vouloir augmenter le Minerval. Ok, très bien, on comprend, c'est depuis 2011 que ça n'a plus été indexé. On comprend. On sait très bien que la précarité étudiante est un fait. Certains essaient de le dire que c'est une invention. On peut quand même bien le confirmer que ce n'est pas le cas. Quand on voit que maintenant, du coup, en 1 an, le minéral standard va augmenter de 400 €, que les derniers chiffres qu'on peut avoir, c'est qu'environ au moins un étudiant sur 2 va devoir
payer en fait ces 1200 euros, même si d'autres paliers vont être créés. 58%, oui. 58%, voilà, merci pour le chiffre exact. On voit quand même qu'une énorme partie en fait, des étudiants vont devoir travailler encore plus pour pouvoir payer ce Minerval. Ok, d'accord, on nous dit oui, mais bon, les bourses vont continuer. Encore heureux. Oui, il y a un palier de 300 et des. Oui, merci beaucoup. Genre, on voit qu'il y a très bien, il y a un troisième palier qui va être créé où le Minerval reste à 835 euros, mais on n'a toujours aucune information sur les conditions en fait, de ces différents Minerval. Personnellement, en tout cas avec notre organisation de jeunesse des filles jeunes, on comprend la question que voilà, oui, il faudrait peut-être enlever le dégel peut-être du Minerval, mais il y a différentes réformes qu'on peut faire pour qu'elles soient plus justes. Il n'y a pas une question de vouloir l'augmenter d'un coup 400 euros. On peut très bien avoir une élévation progressive pour justement pouvoir que les étudiants puissent s'adapter et pas directement arriver à l'été et se dire en fait cet été je dois, même si j'ai une seconde session, devoir travailler encore plus pour pouvoir payer les 400 euros. On peut très bien également, par exemple, je sais que beaucoup de personnes utilisent l'exemple de la Flandre. La Flandre, là, le Minerval, il est aussi à 1100. Je tiens à préciser qu'en Flandre, le Minerval il est proportionnel au nombre de crédits. Un étudiant qui a 60 crédits ne paie pas le même Minerval qu'un étudiant qui en a 30. Et donc, justement, ça, c'est une mesure qui, pour moi, peut être vraiment adaptée pour avoir un Minerval plus juste que l'étudiant paye son Minerval en fonction de son nombre de crédits. Ça pourrait déjà être un Minerval plus juste. Comme ça, justement, il y a, par exemple, on sait très bien que maintenant, actuellement, il y a beaucoup d'étudiants qui finissent leur 5e année de bachelor, qui finissent leur bachelor en 5 ans avec une dernière année à 35 crédits. Et ces étudiants-là, l'année prochaine, vont peut-être devoir du coup payer les 1200 euros, alors que d'autres étudiants qui, eux, ont 60 crédits, vont devoir travailler, vont avoir le même Minerval. Là, il y a une question de justice qui ne l'est pas. Par rapport à d'autres, évidemment, sur les questions de la réforme qui sont mal interprétées, je pense qu'il y a aussi une question sur le fait de comment est-ce qu'on la communique. Quand on voit, par exemple, qu'à chaque fois que du coup l'opposition se positionne en informant par rapport à ce que les réformes peuvent avoir comme conséquence, on crée aux fake news. Tu as mentionné justement, David, le débat des présidents hier. Pour une fois, la RTBF a fait un truc très intéressant sur la question du fact-checking. Quand on regarde par rapport à l'ensemble des positions et des aspects que les présidents ont mis en avant, c'est la personne qui écrit le plus aux fake news qui en a donné le plus. Sur les 4 affirmations que GLB, que Jean-Louis Boucher a dit lors du débat, 2 sont fausses. Contrairement à Raoul Edebo, qui on n'a eu aucune, même Marie Lecoq, va passer sur les 6200 euros du salaire médian. J'aimerais bien l'avoir, ce salaire-là, personnellement. Mais on voit très bien que je ne pense pas que c'est une question d'interprétation, je pense que c'est une question de comment est-ce que les partis le communiquent et comment est-ce qu'il y a une manipulation du processus de l'information. Pour moi, oui, c'est de la communication politique, c'est s'assurer qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas. C'est comme maintenant, par rapport à la réforme du chômage des 2 ans, je pense quand même que la majorité des Belges étaient quand même pour cette réforme, sauf qu'on ne voit pas les aspects derrière. Et maintenant, justement, les engagés font justement un petit step back en disant que ouais, non, mais on est pour, mais il faut quand même préparer le CPS. Ouais, mais par exemple, Défi l'avait déjà dit dès le départ. C'était une position de disant que oui, ok, d'accord, la réforme du chômage à 2 ans sans une aide préparée pour le CPS, ça ne fonctionne pas. On l'a dit pendant la campagne. Et là, maintenant, les engagés disent ah oui, mais non, donc du coup, il faut quand même préparer les CPS. Parce que comme il l'a dit, le 5 février 2026, on aura une file énorme au CPS. Les CPS sont actuellement déjà surchargés. Il y a déjà énormément d'assistants sociaux qui sont malades. Et ils sont déjà sous pression, en fait. Si je peux me permettre, sur ce point, le gouvernement fédéral va donner une enveloppe d'une centaine de millions d'euros au CPS. Cependant, pour nuancer, les CPS ont quand même dit ces 100 millions d'euros, ils sont les bienvenus. Mais ils vont pas. Enfin, je crois qu'il y avait. C'est une goutte d'eau. Oui, voilà, c'est ça qu'ils avaient dit. 100 millions, c'est rien du tout. Voilà, c'était juste pour apporter un élément supplémentaire. Et du coup, question par rapport à ces 100 millions d'euros, c'est uniquement pour valoriser les risques que les gens vont avoir, donc les revenus d'intégration sociaux, ou bien est-ce que ça va être pour embaucher plus de gens, ou bien est-ce que ça va être libre au CPS de faire ce qu'il veut de cet argent? Non, je pense effectivement que c'est pour. Je pense qu'ils sont libres. Je pense qu'ils sont libres. Je peux continuer, je vais vérifier ça tout de suite. Ok, voilà. Mais donc, pour moi, je pense qu'il y a différentes choses à mettre en avant. Et je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'on est dans une situation économique difficile, que ce soit à la Fédération Wallonie-Bruxelles ou au fédéral. Il ne faut pas oublier non plus que, effectivement, le PS a été au pouvoir pratiquement pendant 50 ans à la Fédération, mais le MR l'a été pendant 25 ans au fédéral. C'est chose chacun a sa part de responsabilité, et je pense qu'il est enfin temps que l'ensemble de la classe politique prenne ses responsabilités par rapport à la situation, qu'on arrête de s'envoyer la balle l'un vers l'autre, et qu'on essaie un peu de pouvoir avancer, mais en proposant des réformes qui sont plus justes et qui sont beaucoup plus humaines, parce que pour moi, la façon dont en fait le gouvernement actuel agit
ressemble de plus en plus aux marches aux crèves, et c'est assez dommage. Et si je peux... Attends, du coup, j'ai la réponse à ce que parfait. à ce que tu m'as dit. C'est effectivement pour répercuter le coût des versements des revenus d'intégration. Donc, ce ne sera pas alors pour embaucher plus de gens. Non. Et donc, on sait genre. Pardon ? Donc, ça veut dire justement, on sait déjà qu'au niveau des CPS, il y a déjà genre un grand problème en fait en termes d'assistance sociale. Ils sont vraiment de moins en moins. Genre, par exemple, au CPS de Uccle, cet été, il y avait un responsable, alors que normalement, ils sont genre quand même plusieurs, 5-6, pour l'ensemble de Uccle. Là, cet été, il était tout seul. Donc, il y a déjà un peu une grande... Enfin, ils sont déjà sous pression parce qu'ils n'ont pas assez, en fait, ils n'ont pas assez d'assistants sociaux. Donc, même si ces millions-là vont pouvoir permettre en fait de pouvoir du coup payer les différents risques aux personnes qui vont être exclues du chômage, ou même juste les prochains étudiants ou prochaines personnes qui seront dans le besoin, et ben en fait, s'il n'y a pas plus de main d'œuvre, plus d'assistants, on ne pourra pas combler. C'est juste que genre on va encore rajouter encore plus de gens, encore plus de dossiers à ces assistants sociaux. Et donc c'est pour moi genre à nouveau, ça va pas aider continuellement et en tout cas bénéfiquement les CPS. En gros, c'est un coût humain, quoi, plus qu'autre chose. Ah oui, tout à fait. Quelqu'un veut poursuivre ? Pour rebondir, déjà 100 millions d'euros, c'est une goutte d'eau, tout est relatif, mais aussi, soyons, tu parlais Maxime de responsabilité, à un moment donné, il faut revenir un peu à la lucidité et se dire qu'en 8 mois, on ne peut pas transformer tout un pays. Il y a plusieurs projets de loi qui sont en train d'être rédigés, des réformes qui vont arriver, et à un moment donné, il faut se dire que dans l'histoire des différents gouvernements précédents, il y a eu quand même, j'ai rarement vu autant de réformes qui se préparent, autant de projets de loi qui se préparent et de réformes à ce niveau-là. Également, on parle tout le temps des CPS. Je comprends qu'on pourrait faire mieux, que peut-être qu'il faudrait aussi réformer les CPS pour un meilleur encadrement. Et à ce niveau-là, j'aimerais rebondir qu'il y a aussi l'existence des forums, il y a aussi en Wallonie l'existence des MIR. Il y a différentes institutions pour justement aider les gens à revenir au travail et en fonction de leur profil, par exemple avec les MIR, on peut voir que même si ils ont Explique ce que sont les MIR qui sont une institution en Wallonie qui a pour but de remettre au travail des personnes qui ont parfois une carrière un peu plus en dents de scie ou qui ne sont pas forcément qualifiées pour un métier en particulier. Mais justement, les MIR vont aider cette personne à trouver un emploi qui va lui plaire dans une localisation assez proche parce que parfois il y a de la difficulté aussi, surtout en Wallonie, de la distance. Et justement, on peut insister aussi sur ces éléments-là parce que oui, c'est 5% de la population, mais 5% qui coûte extrêmement cher en fonction justement de tous ces avantages qui sont liés. À un moment donné, il faut dire stop à ça et revenir vers un État qui aide, mais aussi qui aide à revenir au travail. Et aussi... Si je peux me permettre, parce que pas idée de prendre position, mais 5%, ce chiffre est fallacieux parce qu'on prend en compte toute la population. On doit prendre uniquement en compte la population en âge de travailler. Donc je vais recalculer ce chiffre et je vous laisse débattre. Et aussi, on parle par exemple des fameux 200 € que les pensionnés vont perdre avec la réforme des pensions, ce qui est 200 € par mois, mais ce n'est juste, on est complètement à côté de la plaque. À partir d'un moment, il faut voir justement en profondeur le projet qui est lié, et 200 € par mois, et je suis désolé, mais à partir de là, je pense que tous les pensionnés du pays seraient en train de faire une manifestation tous les jours, parce qu'on en parle, on voit tous les jours par rapport soit des tracts, soit des vidéos, par exemple, de l'opposition avec le Parti socialiste. Mais 200 € par mois, c'est tout sauf ça. Donc à partir d'un moment, on nous parle, oui, du fact-checking qui est important et qui est, à mon avis, va se développer dans le futur. Mais on est parfois dans un monde totalement différent et à côté de la plaque, oui. C'est bon. Ouais. Les 100 millions ne sont pas du tout relatifs. 100 millions sur un pays qui compte 580 et des communes. Je te laisse faire le calcul, mais c'est pas beaucoup. C'est vraiment, vraiment pas beaucoup par CPS. C'est pas de la relativité, c'est juste des maths. C'est pas beaucoup. C'est juste pour rapidement continuer sur les différentes mesures qui arrivent, etc. Ça fait 8 mois, on est là, on n'a pas pu tout réformer, etc. Mais les mesures, elles sont quand même là, elles sont déjà présentées. J'ai donc le chiffre officiel de Stade Bell qui est de 5,7. Donc on serait plus à 10% de la population. Travailleuse du coup. Pas population travailleuse, bien sûr. Donc je disais, les réformes, même si certaines n'ont pas encore été mises en place, le fait seulement de les annoncer
permet déjà au secteur de savoir les problèmes qu'il y aura et permet déjà au secteur de s'organiser pour dire qu'on ne veut pas de ça. Et au contraire, c'est parce que les réformes n'ont pas encore été mises en place que c'est justement judicieux d'écouter les syndicats. C'est démocratique de les écouter et d'intégrer leur mécontentement lors de la prise de décision. Dire que on ne peut pas manifester, on ne peut pas dire ceci, on ne peut pas dire cela parce qu'on est là que depuis 8 mois, les réformes sont encore en train d'être écrites. Enfin, David, si aujourd'hui je te propose de te couper un bras, tu penses que ça va te faire mal ou pas ? Globalement, oui. Oui, tu voudrais que je te coupe un bras ? Jusqu'à preuve du contraire, je ne pense pas que le gouvernement est-ce Arizona que a tu comme veux que je plan te- est-ce de que tu veux couper que je les te coupe bras un bras de chaque Belge. Mais est-ce que tu voudrais te faire couper un bras ? Ce serait pas fort agréable. Mais je ne pense Mais pas. je l'ai pas encore fait. Mais c'est pas un projet de loi du gouvernement. on- Pas encore. on l'a Pas pas encore. encore Peut-être fait. ça arrivera l'année On l'a pas prochaine, encore fait. mais pas encore. On l'a pas encore fait de te couper un bras. Mais je ne pense pas. Mais tu sais que tu ne veux pas te faire couper un bras parce que ça fait mal de se faire couper un bras. Eh bien, la même chose, ça fait mal de perdre une prime de nuit. Ça fait mal de perdre le chômage après 2 ans. Ça fait mal de perdre les chèques sport dans certaines communes. Ça fait mal de perdre son CPS parce qu'on n'a plus d'argent. Ça fait mal, tout ça. Toutes les réformes qu'on est en train de mettre en place et qu'on est en train d'annoncer, même si elles n'ont pas encore été mises en place. Et ça fait mal permettent pour déjà- l'ouvrier qui se réveille à permettent 5h déjà- du matin et voir que son voisin est au CPS depuis 20 ans, au chômage depuis 20 ans. Il y a aucun Ça, je pense que ça ouvrier fait qui mal se dit ça. aussi. Il y a aucun Si, ouvrier il y en qui a se dit ça. énormément. Il y en a Il n'y a énormément. aucun ouvrier qui se Il y dit en a ça. énormément. Mais par contre, ce que les ouvriers se disent quand ils se lèvent à 5h du matin, c'est que leur prime, ils l'ont perdue. Par contre, ce qu'ils se disent, les ouvriers, c'est que des gens qui n'ont jamais travaillé, David, viennent leur dire comment est-ce qu'ils doivent travailler, ce qu'ils peuvent gagner ou ce qu'ils ne peuvent pas gagner. Voilà ce qu'ils voient, les ouvriers. Les ouvriers, on leur dit on mérite le travail et on va leur donner du mérite, on va leur donner de la valeur, mais en attendant, leur prime de nuit, on leur enlève. En attendant, les 48 heures, semaine, ils arrivent. En attendant, leur patron peut leur demander de venir travailler le dimanche. Voilà ce que voient les ouvriers aussi. C'est ça que les ouvriers voient. En attendant, on a une réforme fiscale qui arrive l'année prochaine pour pouvoir justement récompenser le travail au niveau de la fiscalité. Une de réforme bien meilleur. fiscale qui ne prend absolument pas les plus grands revenus en compte, qui visiblement, selon Georges Luboucher, ne veut pas les taxer et qui, toute la charge fiscale, va revenir sur les petites épaules, à savoir encore une fois les ouvriers. En fait, le problème, et c'est ça que je reproche au MR, c'est que les solutions qui sont apportées ne sont pas des solutions structurelles. Ce sont des solutions à chaud, idéologiques. On a un problème, au lieu de regarder le contexte dans lequel évolue ce problème, on va répondre à ce problème en ignorant complètement les conséquences que cela peut avoir. Et je vais te donner un exemple. Quand on décide de définancer la santé, quand on décide de faire des coupes budgétaires à gauche et à droite, quand on décide de réduire les équipes, encore une fois, Maxime en avait parlé avec les équipes du CPAS, les gens, comment est-ce qu'ils se sentent après ? Eh bien, ils se sentent mal, David. Et vu qu'ils se sentent mal, vu qu'ils sont en mauvaise santé, qu'ils n'ont pas les moyens de se soigner correctement, eh ben ils tombent en congé maladie. Et donc, ils ne vont plus travailler. Quand on coupe leur indexation, eh ben ils ne vont plus consommer. De l'argent qui ne va plus dans le Je système. tiens à préciser Attends, que 2 l'OMR secondes. est contre l'indexation, au cas où, on ne sait Oui, jamais. bah oui. Mais en attendant, le directeur du Bureau fédéral du plan a démontré que l'indexation automatique des salaires faisait et contribuait à la réduction du déficit. Pour vous qui voulez le réduire, je pense que c'est peut-être une piste à reconsidérer. Mais le problème, il est là. C'est que quand on décide d'investir dans les gens et qu'on décide de leur donner un avenir, quand on décide de leur donner une bonne éducation, quand on décide de ne pas les exclure de l'éducation à partir de la 3e secondaire, quand on décide de ne pas mettre des décrets paysages qui foutent une partie de la population estudiantine à la rue, quand on décide d'avoir des hôpitaux de bonne santé et de bonne qualité, eh ben on a une population forte, David. Une population qui va non seulement consommer, mais qui va travailler. Ma question est la suivante. Quand le PS était au gouvernement, pourquoi on ne vit pas alors en Belgique dans cette utopie magnifique où tout le monde est content d'aller travailler, où tout le monde a un hôpital parfait à côté de chez soi, où tout va bien finalement. Mais Mais pourquoi écoute, quand je peux le te PS était au je peux te gouvernement, répondre très on facilement. voit pas tout ça? Je peux te répondre très facilement. La première chose, le gouvernement ne s'est jamais constitué que du PS. Il y avait toujours le MR avec nous, que ce soit au fédéral ou à la Fédération Wallonie-Bruxelles ou même au niveau régional. Donc on est dans le même bateau. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vais te dire ce que le PS a mis en place et ce qu'il a fait de la Belgique. Ce qu'il a fait de la Belgique, c'est un des pays où le salaire par habitant est de 52 000 € en moyenne
par an, l'un des plus élevés au niveau de la Belgique, au niveau de l'Europe, pardon, au niveau de l'Union européenne. Ce qu'il a fait de la Belgique, c'est un des pays avec le meilleur système social de l'Union européenne. Ce qu'il a fait, David, c'est une indexation automatique des salaires qui permet à chacun de pouvoir continuer à avoir un pouvoir d'achat, à consommer et aller vers un renforcement de l'économie. Ce qu'il a fait, David, c'est qu'il a réduit le déficit de 23 milliards d'euros quand le gouvernement de la NVA et du MR s'est cassé les dents. Voilà ce qu'il a fait, David. Ce que vous avez fait aussi, c'est... Tu voulais dire ? Ce que vous avez fait aussi, c'est que vous avez mis une fédération complètement en faillite. Ce que vous avez fait aussi, c'est la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce que vous avez fait aussi, c'est mettre en place ce système au CPAS au moment des élections, tout se passe bien, continuez à voter PS, vous aurez votre petit chèque à la fin du mois. On s'en fout des gens qui travaillent. L'important, c'est que vous votiez PS. T'as une preuve sourcée? CPAS d'Anderlecht. CPS d'Anderlecht. Ok, super. Dernier exemple en date. Il y a eu un jugement ? Ce sera checké et on aura une publication sur ça. Merci Ilias. Du coup, juste, je vais très rapidement rebondir. Je ne sais pas si je... Mais Maxime voulait parler depuis tantôt. Ouais, c'est pas un duo, les gars. Vas-y, Maxime. Non, mais c'est très drôle ce jeu de ping-pong. C'est toujours c'est un des côtés d'être chez des filles, c'est pas d'officer dans les gouvernements. Mais n'hésite pas à parler dans le micro, par contre. Oui, merci. Ça va, vous avez été avec nous aussi au régional la précédente législature. C'est pas faux. Mais j'ai hâte de voir vos deux à nouveau au gouvernement à Bruxelles. Ça va être très beau à mon avis. Mais du coup, je voulais juste te dire quelque chose. Par rapport aux différentes réformes, je vois que c'est clair que oui, il y a énormément de réformes qui vont être mises en place. La question, en fait, c'est la façon aussi de faire. Comment est-ce qu'on met ces réformes en place? Pour moi, la question, c'est que le gouvernement doit principalement aider les gens à s'émanciper, à pouvoir justement trouver du travail. Durant les débats des présidents qu'il y a eu cette semaine, un point que GLB a dit qui était juste, c'est que sur les chômeurs de longue durée, déjà 9% ont trouvé l'emploi. Ok, c'est déjà une très bonne chose. C'est-à-dire qu'il y a quand même 91 qui ne l'ont toujours pas. Pourquoi est-ce que ça fait du coup quand même des années que ces gens n'arrivent pas à trouver de l'emploi? C'est cette question-là en fait qu'il faut travailler. Parce qu'en fait la question c'est que qu'est-ce qu'on veut mettre en place comme réforme? Qu'est-ce qu'on veut mettre en place comme accompagnement, comme pouvoir d'émancipation pour nos concitoyens? Pour moi, l'importance justement là-dessus, c'est de trouver une aide. C'est pas d'office de les maintenir continuellement dans l'aide du chômage, mais c'est de l'aider à trouver de l'emploi. Et c'est ça qui manque. C'est pas le couteau sur la gorge qu'il faut leur mettre. C'est justement mettre un plan. Et c'est ce que Claire Failly a mis en place en tant que ministre de l'Emploi ici à Bruxelles. C'est à chaque fois un document, une liste de compétences, beaucoup plus d'aide à la formation. C'est des choses qui mettent en place et qu'on doit pour pouvoir en fait, donner des occasions et des chances en fait, aux concitoyens. Des réformes structurelles. Exactement. Exactement. Voilà, tout à fait. Et c'est un bête exemple sur les 3 dernières réformes qu'on a encore discutées. Chômage. Ok, chômage, après 2 ans, c'est limité. Paf, vous allez au CPS, on décale le problème autre part. Décret paysage, ben voilà, si vous n'avez pas les différentes balises, ne vous inquiétez pas, les établissements peuvent vous donner les financements. Paf, on met le problème autre part. Réponse idéologique. Ouais, Minerval, même chose. Ah, mais il y a différents paliers. Toujours aucune information sur les différents paliers. C'est ça le problème, c'est que la question, c'est qu'il y a des réformes qui sont nécessaires. C'est clair que les politiques que nous avons menées durant les 50, 25 dernières années, elles nous ont menés. Je pense qu'il y a un moment, il faut prendre chacun sa responsabilité là-dedans dans les différents gouvernements. On doit faire des réformes. Mais ça, la question, c'est que ce n'est pas la question du marche aux crèves, la question du genre de couteau sur la gorge. C'est une question que nous devons accompagner nos concitoyens dans le pouvoir d'émancipation et pouvoir justement relever en fait, la dette sans d'office devoir tuer certaines fins, tuer symboliquement le travail ou autre. Un bête exemple qui montre un peu que la volonté de vouloir obliger à travailler réduit l'emploi. Les 2 heures en plus pour les enseignants du 4, 5, 6 en secondaire. Qu'est-ce qui se passe? Et bien en fait maintenant on va demander du coup à ces enseignants de passer de 20 à 22 heures, comme ça tous les enseignants passent à 22 heures, c'est beaucoup plus égal, etc. Ok, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas augmenté les horaires des étudiants. Donc les élèves ont toujours le même nombre de cours. Donc c'est-à-dire que la charge, le nombre d'heures de cours reste similaire. Et donc, il va y avoir une chasse aux élèves, aux professeurs, de devoir avoir ces 2 heures en plus. Qu'est-ce qu'on va faire? On va virer les jeunes professeurs pour donner leurs heures aux professeurs qui sont là le plus longtemps. Non, mais Maxime, t'as pas compris la réforme. Ouais, faut pas oublier qu'il y a une pénurie de professeurs aussi. Oui, mais du coup, il y a une pénurie, mais il y a quand même des gens. J'ai déjà des personnes, des enseignants qui sont annoncés qui vont être virés. Honnêtement, encore ce matin, on a vu une école à Enghien qui s'est manifestée justement, qui a montré que
toutes les personnes qui vont être virées. Attends, j'ai pas compris. collège. Donc ça veut dire que David nous dit qu'il y a une pénurie de profs, mais toi tu me dis que les mesures qui sont mises par le MR et les engagés vont conduire à renvoyer encore plus de Et profs. ils n'auront pas d'emploi dans une autre école. C'est ce que Non. je comprends Non, du coup. Et justement, un bête exemple, genre les détachements Tu pourras pédagogiques. m'envoyer l'article Oui, à ce sujet. je veux s'il te bien. plaît. Oui, pas de souci. Mais c'est déjà noté, 1500 professeurs vont genre perdre leur emploi. Il y a déjà différents articles qui sont sortis là-dessus. 1500, c'est le nombre, c'est 1500 professeurs. Genre fact-checking, si tu vas aller checker, il n'y a pas de souci. Bête exemple, dans les détachements pédagogiques. Donc, chaque OJ a un détachement. J'en ai déjà parlé avec celle qui travaille chez des filles jeunes. Elle est professeure de philosophie et de religion. Elle va devoir, pour sa rentrée, donc quand elle va devoir passer à 22h, trouver une troisième école. Elle est déjà professeure dans deux autres écoles. Pour atteindre les 22h, donc les 2 heures en plus, elle va devoir trouver une troisième école. Donc c'est encore un travail administratif, c'est encore plus de trajet, c'est encore plus de stress. Et Du coup, pour est-ce qu'elle a celui qui compris était... les réformes ou pas? Attendez. Mais du coup, elle a compris les réformes ou pas? Mais Oui, avant, oui, avant mais- d'arriver si dans le je peux me second permettre, degré, Parce que fact-checking, priorité au direct. Oui. Donc ici, je lis effectivement un article du soir qui dit, je cite, le titre c'est « Quelques 1500 temps plein en danger dans l'enseignement secondaire supérieur ». L'incipit de l'article dit « Dès la rentrée 2026, les enseignants du secondaire supérieur assureront 22 périodes hebdomadaires au lieu de 20. Avec cette mesure, le gouvernement entend dégager 100 millions d'euros à l'horizon 2029. Sur base des indicateurs 2022, cela pourrait entraîner la suppression d'environ 1564 temps plein hors début et fin de carrière. On mettra l'article sur Instagram pour que les gens puissent le lire à leur aise. Et je vous laisse terminer ce débat parce qu'il ne reste plus que 5 minutes. Donc voilà, c'est juste qu'il y a des réformes qui sont importantes. Et je pense que cette réforme-là, comme l'a dit Bilal, c'est un peu des réformes qui sont faites à chaud et qui, pour moi, n'ont pas réfléchi sur l'aspect global de la chose, sur qu'est-ce qui va se passer après en fait, pour ces gens-là. Et c'est moi, là, justement, ces questions, c'est que on veut limiter le chômage à 2 ans, ok. On veut justement augmenter le décret paysage, mettre des balises plus strictes pour le décret paysage, ok. On veut justement augmenter le minéral, ok. On veut que les professeurs travaillent plus. En fait, le truc, c'est que toutes ces mesures-là ont des aspects importants sur la vie des gens. Et en fait, ces gens-là ont l'impression que leur aspect, leur vie, leur réalité n'est pas pris en compte. Et c'est justement ça, je pense, qui est important. Et moi, en tout cas, je conclurai là-dessus que c'est dans cet aspect-là que le gouvernement a l'échec parce qu'on place des gens dans la difficulté avec des mesures qui doivent normalement justement faire l'inverse. Et que du coup, on ne les aide pas à s'émanciper. Ok. Je viens débattre jusqu'à la nuit des temps, mais on a un timing. Du coup, je vais conclure parce que vous n'avez pas répondu exactement à toutes les questions. Pour les 5 dernières minutes, est-ce qu'on pourrait avoir une dernière phrase, chacun? Oui, mais je vais d'abord vous faire avoir une réponse sur vous à ce sujet, à la dernière question. Pour vous, est-ce que vous voyez le gouvernement, enfin les gouvernements dont on a mentionné, donc Azur en région wallonne et Arizona au niveau fédéral, reculer? Ou bien, selon vous, s'ils ne reculeraient pas, si ces gouvernements-là ne reculent pas, devraient-ils le faire? Juste, oui pour reculer, non pour reculer. Sinon, devraient-ils le faire? Oui, non. Et après, je vous laisse 2 petites minutes pour conclure. David. Pour moi, non, le gouvernement ne devrait pas reculer parce qu'à partir d'un moment où on a un projet sur du long terme avec des réformes qui ne sont pas encore en place, qui arriveront l'année prochaine, on peut dire que oui, en 8 mois, le monde n'a pas changé. Mais non, si on voit des manifestations qui sont souvent violentes, si on voit que le PS et la FGTB font toutes sortes de publicités pour dire que le monde va mal, non, il ne faut pas... Il ne faut pas reculer et il faut garder cet esprit que le gouvernement était démocratiquement élu et qu'il faut laisser la chance d'essayer et d'avoir le temps d'introduire les réformes qu'on veut introduire. Maxime. Pour moi, est-ce qu'ils vont reculer? Non. Ils vont aller dans une lancée voulue et c'est volontaire. Est-ce qu'ils devraient le faire? Ils ont des partis comme le Vorod, qui est du coup plus centre-gauche, qui essaye d'être un peu... non, mais on tient la gauche ici dans ce gouvernement. Je ne pense pas qu'ils le feront. Engagés, à mon avis, ils vont plus continuer à se coller au MR. Donc, pour moi, je ne pense pas qu'ils le feront. Est-ce qu'ils devraient? Oui, pour moi, ils devraient quand même écouter les différents syndicats, même les syndicats libéraux qui sont également, même s'ils n'étaient pas à la dernière manifestation, il me semble. Si, je crois que Si, j'ai ils y vu, étaient. oui, j'ai D'accord. vu le syndicat libéral. Ok, alors ils étaient C'est pas aussi. que le PS et la FGTB. Ouais, c'est ça, ouais. Il a... Donc voilà. Ah, Mais donc, non, j'ai pas fini. Mais donc voilà, donc je pense qu'il est important d'écouter les différents syndicats. Je pense qu'il est important d'écouter les gens qui vont marcher, qui vont justement manifester. C'est pas pour rien qu'on y va, c'est pour se faire entendre. Donc je pense qu'il y a une différence entre être écouté et être entendu. Pour moi, justement, il devrait prendre en considération les différentes revendications.
Est-ce qu'ils le feront? Ça, personnellement, je ne le pense pas. Bilal, Bah écoute, sur le fait que le gouvernement va reculer, ben, je rejoins un petit peu la position de Maxime. Je ne pense pas parce qu'ils sont partis sur une lancée. Après, j'y mets quand même des guillemets parce que, voilà, au vu des tensions qu'il peut y avoir au sein du gouvernement, à tout moment, il peut éclater. On n'en sait rien. Demain, il pourrait, comme il ne pourrait pas. Donc, je mets quand même des guillemets là-dessus. Maintenant, est-ce qu'il devrait reculer? Moi, je pense que ce qu'il devrait faire, c'est être un vrai gouvernement démocratique et écouter la rue, écouter les syndicats qui sont aussi tout aussi démocratiques que le gouvernement, et les syndicats libéraux, les syndicats chrétiens, les syndicats socialistes, se mettre à la table, essayer de prendre leurs revendications en compte et arrêter avec cette logique purement idéologique qui fait finalement que creuser le déficit. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est à la fois Stade Bell, la Cour des comptes, c'est le Bureau fédéral du plan. Enfin, ce sont quand même des institutions qui ne sont pas influencées par le Parti socialiste, contrairement à ce que peut dire Georges Le Boucher sur la justice ou sur la RTBF. Donc voilà. Et je sais pas si on a combien de temps là? Là, tu as 1 minute grand max. Bah, 1 minute grand max, je vais très vite expliquer comment est-ce que la réforme des 1200 € veut se mettre en place par la Fédération de Wallonie-Bruxelles. Je suis sûr et certain que David sait comment est-ce que ça va être mis en place. Il faut savoir que cette réforme veut être calculée sur l'extrait drôle. L'extrait drôle, c'est quoi? C'est tout simplement le revenu de ménage. Pourquoi est-ce que c'est problématique? Parce que l'extrait drôle, on le fait toujours entrer une année. Et celle-ci dure pour toute l'année. Donc, c'est-à-dire que vous faites rentrer en 2025. Et bien, en 2026, votre extrait de rôle, c'est celui de 2025 qu'on prend. Et donc, si votre situation, elle a changé en attendant, eh ben, on s'en fout, parce qu'on prend quand même l'extrait de rôle, un de vos parents, puisque c'est celui qui prend en compte, et en plus, celui de l'année dernière. Donc, imaginons, même pour les riches, hein, c'est pareil. Imaginons des parents riches, l'enfant riche, mais les parents décident tout simplement de, hop, on coupe le robinet. Mais l'extrait de rôle, c'est celui des parents. L'enfant, là. Eh ben, il est bien dans la merde. Et elle est là la raison pour laquelle on dit que c'est tout à fait injuste. Injuste. Et que ce soit pour les riches comme pour les pauvres, c'est injuste. Avant de crier à l'injustice, j'aimerais surtout souligner que si un enfant, oui, on lui coupe le robinet et il va demain au CPS, première chose à faire, c'est de changer l'adresse de domicile pour ne plus dépendre du coup de l'AER et être retenu par ça. À ce sujet, tu dis qu'il ira au CPS. Il faut savoir que le CPS va donc demander le revenu des parents. Merci, Dans Elias. tous les cas. Même s'il change d'adresse de domicile? Dans tous les cas. Je vous Oui. parle d'expérience personnelle. Comme Oui. ça, vous savez. Et Je qu'il a l'avoue. moins de 25 ans. S'il a moins de 25 ans, Ouais. ils sont tout à fait en droit et même les parents seront obligés de participer au revenu d'intégration du Mais fils. c'est juste Enfin, de l'enfant, automatique. C'est pardon. quand on est en contact avec le C'est la terrain et loi. qu'on a déjà fait le truc, normalement on le C'est sait. la loi. Et Voilà. du coup, il sera aidé par le CPS justement pour avoir récupéré cet argent de la part des parents. Le CPS, ce que va dire le CPS, en fait, c'est ce qu'on appelle une enquête sociale. Ils vont donc aller vers les parents, exiger plutôt leur revenu, et ils disent, voilà, votre enfant est parti, mais il n'a pas encore 25 ans, donc vous êtes encore responsable de lui économiquement, et donc vous allez participer à son revenu d'intégration. Donc, on va exiger de recevoir le revenu des parents. Donc, si on coupe le robinet, il ne sera pas totalement dans la merde. Non mais David, à un moment donné, il faut faire la différence entre la théorie et la réalité. Non, mais je suis en train de résumer ce qu'on a dit. Il n'y a pas de Non, théorie, mais- il n'y a pas de pratique. Je suis en train de résumer ce qu'on a dit. Il y a une pratique. Il y a une pratique, David. Il y a une pratique. Mais la pratique, c'est que justement, on sait très bien qu'avec les deux la limitation du chômage maintenant, les CPS vont être encore plus surchargés. Donc on sait très bien qu'ils auront encore moins de temps, ils seront déjà surchargés par le nombre de dossiers. Donc Merci, les dossiers Maxime. les dossiers vont juste encore ralentir. Donc ça, c'est une question pratique aussi, quoi. Vous savez ce qui est bien, c'est que vous avez prévu, vous parlez de la prochaine émission sur l'état des jeunes. Mais pour celle-ci, on va donc devoir s'arrêter ici. Je vous remercie tous et toutes d'avoir écouté. Je remercie David d'avoir participé dans son tout premier débat. J'espère que ça t'a plu, David. Oui, merci beaucoup. Bilal, à ton, je sais pas quantième. Hein. Tout va bien. Voilà, tout va bien. Et Maxime, c'était ton premier débat aussi avec nous, mais pas ton premier débat tout court, je pense. quand même. Franchement, j'adorais juste m'habituer au micro à bien parler devant. Oui, mais faudra t'y habituer, mais c'est pas grave. Ouais, Merci à toutes et tous, et je vous souhaite une agréable soirée ou journée. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir.